Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoun. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Vous écoutez le programme de Studio Tamani sur 85 radios à travers le pays et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs au forum de la presse au cours duquel nous allons parler du CNT, Conseil législatif de la transition. L'organe législatif de la transition, nous évoquerons également les questions de protection des droits de l'homme, de la Covid-19 et de l'insécurité en 4 tranches. Le forum de la presse reçoit ce soir Badou Escoba du journal Le Carrefour, Massire Diop du journal Indépendant, Yaya Tandina, ORTM Tombouctou au téléphone, à la présentation Imrana Kilomaïka. Le Grand Dialogue. Les membres du Conseil national de transition ont adopté aujourd'hui le règlement intérieur du Conseil national de transition à 99 voix pour, 0 contre et 0 abstention sur les 121 sièges. Est-ce que vous trouvez que les membres du CNT sont légitimes? Dire que les membres du CNT sont légitimes, c'est un peu aller vite en besoin. À partir du moment où il y a eu un coup d'État militaire, le président qui a été démocratiquement élu a été déchu de ses fonctions et remplacé par une transition. Vous savez que le Conseil national de transition, c'est l'organe législatif de la transition. Pour vous dire encore une fois que la mise en place du CNT a fait couler beaucoup d'encre. Vous-même, vous l'avez dit, vous avez dit aujourd'hui que lors du vote, à peu près 99% des participants ont voté pour les nouvelles lois qui vont régir. Sur les 121, il n'y a que 99 présents. Bon, sur les 99 ont voté pour l'adoption des lois qui vont régir le fonctionnement du Conseil national de transition jusqu'à la fin de la transition. Donc, c'est la preuve que vraiment, nous sommes encore à l'époque soviétique. Ça, c'est une élection qui est digne de l'époque soviétique parce que tous les représentants qui étaient là ne pouvaient pas, à l'unanimité, voter en faveur des lois. Il fallait au moins des gens qui vont contester cette loi. C'est là aussi la démocratie. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont représentatifs du peuple malien? Ils ne sont pas représentatifs du peuple malien parce que, normalement, ceux qui sont au Conseil national de transition doivent représenter des entités. Est-ce que c'est le cas? D'après les informations que nous avons reçues, certains ont été cooptés, certains sont partis au CNT sans déposer de documents, sans déposer quoi que ce soit. Et pour vous dire encore une fois, le bon nombre de Maliens ne se reconnaissent pas dans le CNT. Pourquoi? Parce que vous soyez de Machogo, que vous soyez de Nyanchila, que vous soyez de Genobanta, que vous soyez de Wataguna. Donc chaque Malien doit se reconnaître dans le Conseil national de transition. Or, ce n'est pas le cas parce que certains ont été remplacés. Par exemple, je prends le cas de celui qu'on appelle Konima, Charles Maurice de Périgord, Agarlaf. Non, Assarid Agui Barkan, vous m'excusez, Assarid Agui Barkan, qu'on appelle communément Charles Maurice de Périgord Talleyrand, tellement qu'il est douillé dans les micmacs. On l'appelle même la mascotte de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'un Assarid Agui Barkan va faire à l'Assemblée nationale? Et je suis sûr et certain que si Assarid est à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le souhait des populations de Gao. Il a été choisi par la junte militaire parce que la junte militaire était à court d'arguments, parce que la junte militaire voulait vraiment que cette Assemblée nationale ait une certaine légitimité, une certaine représentation. Est-ce que vous partagez cet avis selon lequel les membres du CNT ne sont pas représentatifs du peuple malien? En partie, je partage les propos de mon frère Badou Escobar. C'est vrai que... Pourquoi en partie? Pourquoi en partie? Parce que tout simplement, les arguments qui viennent de soulever ici, concernant le fait que les populations à la base n'ont pas été concertés, ou bien n'ont pas été consultés pour désigner des représentants. Ça, je trouve qu'il a parfaitement raison. Donc, ce n'est pas représentatif du peuple malien. Est-ce que même c'est représentatif même des entités pour lesquelles, au nom desquelles, en tout cas, donc leur légitimité est mise en cause? Non, ils n'ont aucune légitimité. Ça, qu'on se le dise, c'est une réalité qui est là. On est dans une période d'exception.
et s'attendre à ce qu'on ait des gens qui sont légitimes, en droit de parler au nom du pays et de s'engager dans tous les actes qui concernent le pays. Moi, je pense que c'est aller vite en besogne. Donc là, on est dans une période d'exception et je pense que tout ce qui est en train de se passer, on doit uniquement les mettre dans cette parenthèse-là. Il n'y a rien de légitime. Essayons de faire en sorte de travailler pour que cette période puisse passer rapidement et qu'on puisse avoir des gens qui soient élus et représentatifs véritablement du peuple. Yaya Tandina, à Tombouctou, est-ce que vous aussi, vous trouvez que les membres du CNT ne sont pas légitimes? Effectivement, je partage les avis des confrères. D'abord, bonsoir à Matiré et à Badou, et l'ensemble des auditeurs sur Tamani. Je voudrais quand même, effectivement, chaque fois qu'on parle de légitimité, cela veut dire que le peuple est consentant et il est partant. Mais quand cela n'y est pas, et ces gens qui sont au sein du CNT ne représentent pas le peuple, on ne peut pas parler de légitimité. Mais il y a la légalité du moment où on parle de la charte. Et même là, la charte aussi a essayé d'offenser la loi, et souvent en cooptant, en prenant comme ça, sans consulter même les organisations dans lesquelles appartiennent ces éléments qui sont siégés au sein du CNT. Là, c'est des contraintes, c'est pourquoi on ne peut pas parler de légitimité aujourd'hui. Moi, je vous dis, à la veille de la nomination, quand j'ai vu des noms des ressortissants de Tombouctou, moi, j'étais obligé de prendre mon téléphone et demander personnellement ces éléments. Est-ce que quel mouvement vous représentez, et ainsi de suite, pour pouvoir mieux m'informer. Donc, franchement, j'ai compris que ce n'est pas le peuple qui les a envoyés le représenter là-bas. Au regard de la contestation en place, cette équipe aura-t-elle la main libre? Bon, je ne pense pas parce que d'abord, il faut faire face aujourd'hui le M5 qui est le mouvement qui est à la base du départ d'Ibrahim Boubacar Keïta et qui a été finalisé par ce coup d'État. Ce M5 est renforcé comme beaucoup ne le pensent pas, parce que d'abord quand on voit déjà la position de l'UNTM, alors elle est prête à mettre les bâtons dans les roues de la transition, ça c'est un. Et de deux, il y a les administrateurs également qui sont aujourd'hui offensés. Alors, ils sont obligés de prendre position pour se faire entendre. Et tous les mécontents, d'une façon générale, vont se retrouver encore au sein d'un seul mouvement pour carrément empêcher à cette transition de travailler. Et ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, c'est que même des propositions de loi seront en réalité projetées par ces militaires et qui ne seront pas d'avis avec les populations. Et si ces députés cooptés, ces membres du CNT cooptés adoptent ces lois, vous voyez comment est-ce que ça peut créer déjà des tensions entre les populations et puis ces éléments qui appartiennent à ces communautés du Mali, mais qui ne représentent pas les populations. Le M5-RFP dont il a parlé projette d'attaquer le degré de nomination devant les juridictions. Selon vous, est-ce que les juridictions compétentes vont accepter une telle demande du M5-RFP? On parle de l'indépendance de la justice, mais malheureusement dans nos pays, c'est une justice à deux vitesses. Donc dire que si le M5-RFP dépose un recours auprès des juridictions nationales pour pouvoir obtenir gain de cause, vraiment ça m'étonnerait. Peut-être pour la forme et pour le fond, le M5 peut peut-être le faire si le M5 ne l'a pas déjà fait, mais dire que le M5 va obtenir gain de cause, ça m'étonnerait. D'ailleurs, j'ai suivi les propos de Choguel Kelkala Meiga, je pense bien avant-hier sur les RFI, il a été un peu plus clair. Il dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans le CNT et que le CNT ne représente pas l'ensemble du peuple malien. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'ils ont décidé de taper du poing sur la table pour saisir les juridictions compétentes. Et au-delà, Choguel Kelkala Meiga est allé plus loin en disant que les militaires se sont approprier leur lutte, et ce qui n'est pas une chose normale. Pour Choguel Kelkala Meiga, les treillis doivent plutôt aller au front. Mais que les treillis s'accaparent de l'ensemble des pouvoirs dans le pays, ce n'est pas une bonne chose. Si les 20 gouverneurs, 13 gouverneurs sont des officiers, or nous sommes un pays en guerre, et le général Daïrou Dambélé a l'habitude de l'Assemblée nationale que 60% des effectifs sont engagés sur le terrain, et qu'un militaire prenne la tête du CNT, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Vraiment, nous pensons que la démocratie malienne
est en train de prendre un coup dur. C'est fini l'époque où... C'est ces mêmes militaires qui ont déposé le régime en place. Donc si les militaires prennent la tête, est-ce que ce n'est pas légitime? Non, les militaires sont venus parachever un travail. Et si les militaires n'étaient pas intervenus, ils n'allaient peut-être pas avoir de coup d'État. Mais le M5 n'avait pas fait un coup d'État. C'est juste des manifestations. Oui, c'est juste des manifestations. Donc, parce qu'il y a eu 23 morts quand même. Et quand il y a eu 23 morts, les militaires ont décidé... On a encore la preuve de ces 23 morts. Oui, on a les preuves de ces 23 morts et les militaires ont décidé de prendre des responsabilités. Dans un État normal, les militaires ne devraient pas quand même intervenir sur les champs politiques. C'est ce que j'ai dit. Fini le temps où la démocratie malienne était admirée de tous. Et je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ce matin, Henri Konan Bédié a tenu des propos vraiment qui m'ont beaucoup impressionné sur RFI. Il a dit qu'il a demandé aux Ivoiriens vraiment de cesser les manifestations et qu'ils sont prêts à revenir à la table de négociation. Donc il a demandé la suppression du Conseil national de transition. C'est ça une classe politique responsable. Donc aussi longtemps que la classe politique malienne ne se ressaisira pas, il y aura toujours des coups d'État. Prenez l'exemple de Burkina. Après les élections, les leaders politiques se sont réunis pour dire que même si l'élection présidentielle couplée aux élections législatives a été entachée de fraude, il faut reconnaître que pour la stabilité même du Burkina, il urge vraiment de soutenir le président Omar Christian Kaboul pour que le Burkina puisse traverser ce mauvais pas, qui est l'insécurité qui est occasionnée par le terrorisme. Le collectif des anciens députés du régime IBK réclame également des sièges au sein du CMT. Est-ce que vous trouvez que la révision du degré de nomination est possible? Moi, je pense qu'à ce stade, c'est inutile de faire des promesses qu'il y aura d'autres membres qui vont venir s'ajouter. Je pense que dès cet instant, ceux qui tiennent réellement les responsabilités ou bien ceux qui sont les rênes du pouvoir et surtout au niveau du CNT doivent clarifier que le jeu est déjà fait. Parce qu'ils doivent être sincères. Ce n'est pas la peine de jouer à un double jeu. Ensuite, il est important aussi de revenir sur une chose, c'est-à-dire l'attitude des M5. Nous, on comprend que les M5 puissent avoir cette volonté-là de déposer un recours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le M5 est le même mouvement qu'au départ? C'est vrai que le mouvement s'est carrément effiloché. Et je pense que si on en est arrivé là, il y a un péché originel qu'on n'en dit pas. Parce que le fait de vouloir manifester sa joie aux côtés des militaires dès le départ, pour dire que nous sommes les deux forces du changement, que c'est grâce à vous et nous que cette situation a eu lieu et tout cela. Ça, c'était déjà une manière d'exclure une partie et on voit que c'est comme une sorte de boomerang et ça s'est retourné contre eux. Je pense qu'aujourd'hui, le M5 doit se remettre en cause, doit remettre en cause toute sa lutte et tout ce qu'elle a déjà obtenu, que ce soit des acquis, que ce soit aussi des échecs pour repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a un front social qui est assez en ébullition. Aujourd'hui, le contexte véritablement ne concourt pas à l'apaisement et on ignore est-ce que tous ces recours ou bien toutes ces démarches vont aboutir tellement que les militaires ont carrément verrouillé l'appareil un peu du pouvoir. L'équipe en place va-t-elle réellement contrôler l'action gouvernementale selon vous? Non, là en tout cas avec les scores fleuves que nous entendons comme la désignation du président, l'adoption des textes au niveau du CNT, je ne pense pas qu'une quelconque action puisse être possible d'être contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ce qui est en train de se passer, tout risque d'être qu'une question de formalité. Ça sera comme une lettre à la poste. Yaya Tandina, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel l'équipe en place ne pourra pas contrôler l'action gouvernementale? C'est difficile parce que l'équipe, les éléments du CNT même savent dans quelles conditions ils sont arrivés. Donc ils sont contraints maintenant, quelles que soient les propositions de loi et autres choses qui se feront, ils seront obligés de les accompagner. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que c'est difficile pour eux. Ils peuvent le faire une sorte de formalité ou bien de démonstration, dire que comme nous sommes des représentants de l'État, nous allons essayer de contrôler. Mais en réalité, il ne peut pas avoir un contrôle comme d'habitude, on le sait. Omar Mariko devant un département et dénoncer ou apporter des preuves qu'il y a des choses, ça c'est difficile avec ces éléments du CNT. Donc pour moi, je ne crois pas et je reste un peu sceptique par rapport à tout ce qui se passe. Donc les préoccupations du peuple malien ne seront pas au centre des décisions qui seront prises par le CNT? Je ne pense pas, d'abord parce que tout simplement quand on sait qu'au sein du CNT,
on parle de refondation du Mali. Alors ça, c'est des aspects politiques et institutionnels auxquels les politiciens sont des véritables experts. Et si ces derniers ne sont pas associés, parce que ceux-là qui sont partis, je ne dirais pas que c'est des petits politiciens, mais c'est des grandes figures quand même, mais qui appartenaient à des grandes familles politiques. Mais lorsque vous quittez ces familles, en réalité, vous perdez également une part de votre savoir, disons-le. Parce que généralement, au niveau des formations politiques, quand on décide quelque chose, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit du travail d'un ensemble. Mais si cela manque, quand c'est un individu qui doit faire des propositions, généralement, il y a tellement de bavures et autres choses qui ne peuvent pas concourir quand même aux aspirations des populations. Voilà. Pour clore ce chapitre, comment selon vous cette équipe doit-elle travailler pour gagner la confiance des Maliens? Moi, je crois que rien n'est tard. On doit tout de suite essayer de revoir et venir au consensus. C'est facile tout de suite qu'on reconstitue une très bonne équipe et qu'on mette les hommes au travail. En ce moment, ils auront le soutien de la population et ce serait facile en ce moment pour qu'on puisse redémarrer. Parce que je vous dis, le CNT constitue un des organes les plus importants parce que c'est là qu'on doit parler de la refondation, si on doit parler de la révision de l'accord, si on doit parler des dispositifs sécuritaires, tout doit s'adopter au sein du CNT. Alors si les éléments essentiels manquent, moi je crois que c'est difficile pour nous que nous attendons à beaucoup de choses. Mais je crois qu'il n'est pas tard qu'on se ressaisisse et qu'on essaie de revenir sur la table de négociation. Badou vient de rappeler le cas de la Côte d'Ivoire. Et tout de suite on peut se retrouver et puis voilà qu'il y ait un consensus, que les hommes s'y mettent au travail. Au regard de toutes ces cacophonies autour de la mise en place du CNT qui interviennent 100 jours après la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce que la gestion du pays, comment vous voyez d'abord la gestion du pays? En tout cas, pour l'instant, les signaux ne sont pas au vert. On peut dire même qu'ils sont carrément au rouge. On voit un peu la situation sécuritaire qui ne fait que se dégrader. Pire même que ce que le régime pouvait en tout cas revendiquer. On voit également que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Parce que si je parle d'engagement, je pense la charte. Il y a beaucoup de points dans la charte qui n'ont pas été respectés. Je pense surtout à une disposition en particulier, c'est la déclaration des biens. Jusqu'à présent, on n'a pas encore, en tant que citoyen, en tant que public, en tant que peuple, on n'a pas encore la preuve que les dispositions ont été respectées vis-à-vis de ce qui est déclaration de biens. Nous entendons que des directives ont été données pour que les ministres aillent avant telle date déclarer et tout cela, mais jusqu'à présent, les dispositions parlent d'une déclaration publique. Et là, on ne voit pas, en tout cas, les signaux ne sont pas au vert et les gens ont beaucoup d'attentes. Comme l'a dit tout de suite mon confrère Yehia Tendina, c'est vraiment, on a encore une occasion de tout remettre en place, de partir sur de nouvelles bases. C'est vrai que le temps peut-être qui nous est imparti pour la transition est court, mais je pense que c'est l'occasion en tout cas de jeter les véritables bases d'une refondation, quitte à ce que l'équipe qui viendra après puisse poursuivre ces grands chantiers. Pour fermer ce chapitre, comment vous voyez l'avenir du pays ? Moi, je pense que l'avenir du Mali est assez sombre dans ce contexte, mais il y a des raisons d'espérer. Parce que si vous scrutez l'horizon, vous vous mettez à étudier le paysage politique actuel, vous vous rendez tout de suite compte que c'est la classe politique qui a failli. La preuve, il y a 4 ou 5 jours, l'honorable Mahamadou Diarrassouba était sur les zones de refus où il a dit qu'effectivement, si lui, il a accepté d'aller au CNT, c'est pour servir le Mali, c'est pour mettre sa modeste expérience à la disposition du peuple malien et qu'effectivement, il a été coopté par la junte militaire et ils se sont entendus. Alors qu'au sein de la classe politique,
au sein de sa famille politique, on estime qu'il a trahi. Or, lui, si vous le demandez, il va vous dire que lui aussi, il a été trahi parce que c'est lui qui devait être le président de l'Assemblée nationale. Donc, le Mali a de beaux jours devant lui à condition que les hommes politiques renoncent à leur type digestif. Tant qu'ils ne laissent pas la politique du type digestif, le Mali ne s'en sortira pas. C'est ce que je disais. J'ai dit, je suis encore nostalgique du temps où l'empereur Kankou Moussa était le Kaiser de l'Afrique occidentale. Et je suis nostalgique du temps où le Mali était le lieu des grands forats, sous Alpha Oumar Konaré, sous ATT, le sommet France-Afrique, les grandes rencontres par rapport aux nouvelles technologies de la communication. Donc tout ça, c'est parti à volo. Donc encore une fois, nous demandons à la classe politique de se ressaisir. Avant, le Mali était admiré, le Mali était courtisé. Aujourd'hui, le Mali est devenu la risée de la sous-région. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Donc que les hommes politiques se ressaisissent pour qu'à l'avenir, il n'y ait plus de révolution de palais. Deuxième tour de table, plus de 700 cas de violation des droits de l'homme enregistrés au troisième trimestre 2020, selon un rapport de l'ONU. C'est dans ce contexte que la 12e édition du Symposium national sur le droit de l'homme a été célébrée ce jeudi. Yaya Tandina, que pensez-vous de la protection des droits de l'homme au Mali? Aujourd'hui, c'est une préoccupation de tous. Mais moi, je crois que depuis un certain temps, nous avons remarqué ces violations, depuis même sous le régime de faim, nous avons remarqué qu'en réalité, quand on essaie de voir, les Nations Unies essaient d'apporter quand même quelques appuis au niveau des maisons pénitentiaires, mais en réalité, la façon dont sont détenus les prisonniers, nous savons déjà que ça c'est des violations. Et ensuite, nous remarquons, par exemple dans les zones du Nord, où chaque fois des bandits sont arrêtés, et les victimes sont là en train d'attendre, et après, quoi, ils sont récompensés par de voir leur bourreau circuler avec eux autant qu'eux et avec la même liberté. Elles sont nombreuses ces violations qu'on ne peut pas citer. À telle enseigne que moi, je ne dis pas que... Je ne fonde même pas l'espoir sur cette transition, mais je pense que avec un régime conscient, peut-être que nous allons aboutir. Mais pour l'instant, ça se passe un peu partout, ces violations des droits de l'homme. Au regard de ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre l'impunité? Mais c'est cette volonté politique qui manque beaucoup, M. Mega. Parce que moi, je vous dis, en réalité, quand vous voyez déjà, le système des Nations Unies a apporté le minimum de moyens quand même au niveau de ces maisons pénitentiaires, où d'abord, les surveillants de prison sont bien protégés. Les prisonniers, on les a mis dans quelques conditions de vie. On a amélioré leurs conditions de vie. Mais malheureusement, quand vous essayez de voir, par exemple, le drap qui appartient à ce prisonnier, ce drap peut faire 1 mois ou 2 mois en plus. Déjà, ça c'est une autre forme de violation. Et ensuite, par rapport aux éléments même qui sont dans les prisons, si vous essayez de les dénombrer, souvent ça dépasse. Et vous voyez, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui partagent la même chambre. Alors, ça ne peut pas continuer. C'est des choses auxquelles il faut dénoncer parce que chacun de nous, même par erreur, peut passer par là. Alors, si c'est dans ces conditions qu'on doit vivre, je crois que c'est inhumain. Massiré Diop, est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de volonté des autorités pour lutter contre l'impunité? Bon, pour l'instant, est-ce qu'on doit parler de manque de volonté? Parce que pour moi, pour le moment en tout cas, il y a une absence même de volonté. Une absence de volonté dans la mesure où on voit que l'impunité ne cesse d'augmenter, que les auteurs des crimes ne sont pratiquement jamais condamnés. Donc on va assister qu'à ces graves violations des droits humains. Et malheureusement, aujourd'hui, le contexte est favorable à ces violations des droits humains. Parce que la justice aujourd'hui n'est pas à son régime plein. La justice aujourd'hui n'est pas aussi libre et n'est pas aussi indépendante et n'est pas aussi dotée de moyens pour véritablement faire son travail comme il faut. Et la justice aujourd'hui n'est pas présente sur l'ensemble du territoire aujourd'hui parce qu'on sait que l'État même n'est pas aussi présent sur l'ensemble du territoire. Donc tout cela, c'est un contexte qui est là aujourd'hui, qui est favorable à ces violations. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'insister sur l'effectivité de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national et véritablement reconquérir la confiance des populations par les administrés
sans cela, je ne vois pas, en tout cas pour moi, sans cela, on file droit dans le mur, quoi. À qui profite, selon vous, à toutes ces violations des droits humains? Bon, naturellement, il y a toujours des partis qui en profitent. Il y a toujours des individus qui en tirent profit. Parce que, comme je parlais tantôt, c'est l'impunité. L'impunité, c'est par exemple quand on voit que son bourreau, aujourd'hui, occupe des postes de responsabilité. L'impunité, c'est quand on voit aujourd'hui que son bourreau, même s'il n'occupe pas des postes de responsabilité, mais il n'est toujours pas retrouvé, et alors qu'on sait tous qu'il se pavane un peu. Donc l'impunité, c'est aujourd'hui quand sur le terrain, on ne montre pas également le bon exemple. Donc tout cela fait qu'il y a des partis qui tirent profit de cela, et ça, véritablement, ce n'est pas à l'avantage de nos autorités, ce n'est pas aussi à l'avantage de nos populations. Je pense qu'il faut véritablement tout revoir à la base. Au regard de tout ce qu'il vient d'évoquer, est-ce qu'il y a lieu de célébrer le 72e symposium national de droits de l'homme pendant qu'il y a toutes ces violations qui sont sans suite? Encore faudrait-il rappeler que c'est le 10 décembre 1948 que les Nations Unies ont décidé vraiment de faire le 10 décembre la journée internationale de défense des droits de l'homme. Et pour le cas spécifique du Mali, le Mali doit célébrer le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la mesure où, quand même, au Mali, il y a eu des avancées. Il y a l'espace d'interpellation démocratique qui permet à chaque citoyen malien de s'exprimer. La CVGR, Commission Vérité et Réconciliation, a été créée pour pouvoir écouter, entendre les victimes du Nord et rendre justice. Mais cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a des problèmes. D'abord, je prends l'ex-canton de Niamba, le cercle de Baflavé. On parle d'esclavage. Il y a le problème des aides ménagères. Et au 3e trimestre, il y a eu 720 cas de violation des droits de l'homme. Il y a les violences basées sur les gens. Donc, c'est pour, encore une fois, de plus vous dire que le Mali a du chemin à parcourir en matière de droits de l'homme. Et jusqu'à présent, comme l'a dit mon confrère Massiré, il y a beaucoup de bourreaux qui courent toujours. Jusqu'à preuve du contraire, les auteurs du massacre de Aguelok n'ont jamais été inquiétés. Il y a eu Sobanda, il y a eu Komaga, il y a eu Naouedji, il y a eu Danfagala. Donc tous ces martyrs réclament justice. Mais est-ce qu'il arrivera le jour où ceux qui ont commis ces crimes-là seront jugés? Je me pose cette question. Donc, est-ce que la fin de l'impunité arrange les décideurs au regard des rapports des ONG qui ne sont jamais réjouissants? Selon plusieurs observateurs, elles annoncent toujours que la situation est alarmante et demandent de fonds pour faire face à tous ces cas. Parce que vous savez, il ne faut pas qu'on utilise... Si je dois répondre à votre question, j'ai comme l'impression que certains sont en train d'utiliser la question des droits de l'homme comme fonds de commerce pour s'octroyer de l'argent. Or, ce n'est pas le cas. Quand on parle de droits de l'homme, c'est très compliqué, c'est très délicat. Il s'agit du respect, il s'agit de la protection de la personne humaine. Dans la Constitution du Mali, il a été clairement dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, les organisations de défense des droits de l'homme doivent en tenir compte et laisser de côté les intérêts personnels égoïstes et s'atteler à ce que justice soit rendue. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le Nord et le Centre sont en train de brûler, c'est à cause de l'injustice, justement. Vous prenez le Centre, il y a toujours eu un conflit entre agriculteurs et éleveurs, et les administrateurs, les juges ont toujours mal tranché les litiges. Donc ça a été une bombe à retardement et on n'a pas pu désarmer cette bombe à temps et nous vivons cette situation. Au-delà de la guerre communautaire, au-delà de la guerre terroriste, il y a une guerre d'injustice. Donc l'État malien, les organisations de défense des droits de l'homme, la communauté internationale, donc ils doivent tous se réveiller, dire que la résolution des problèmes passera nécessairement par une justice équitable, une justice bien rendue, une justice bien prononcée. Yaya Tandina, on annonce l'ouverture des enquêtes judiciaires sur des cas de violation de droits humains. Peu d'entre eux sont réalisés ou aboutissent. Quelle lecture vous en faites? Bon, c'est une façon de donner espoir quand même aux victimes. Ça, c'est un. De deux, moi je crois que c'est un exercice auquel nous-mêmes, nous devons nous atteler afin de pouvoir bien consolider certains acquis. Mais aujourd'hui, je sais que la CVJR est en train de travailler dans ce sens. Mais maintenant, la stratégie adoptée, celle-là ne me convient pas. Et moi, j'aurais souhaité
avec l'expérience de Madagascar, on pouvait vraiment aboutir à un résultat. Du moment où on a vu des bourreaux qui sont venus demander à leurs victimes pardon, et quand ils ont vu que le sérieux du travail, les gens étaient obligés de prendre de l'avance avant même qu'on les affiche ou autre chose. Et ça, c'est un système qui peut fonctionner chez nous parce que déjà, nous disposons de la valeur culturelle. Ceci étant, nous pouvons mettre quand même en valeur cette culture pour pouvoir aboutir quand même à un apaisement et pour pouvoir apporter satisfaction et rendre justice et pour pouvoir aboutir à des résultats par rapport à ces enquêtes qui seront menées. Et sinon, je pense que la façon dont on annonce les choses, ce n'est pas comme ça, mais c'est une façon de calmer parce que pour moi, c'est juste des discours qu'on est en train de tenir pour le moment. Alors, Massiré, quelle réponse rigoureuse face aux violations des droits de l'homme? Il faut tout simplement de la responsabilité. Il faut tout simplement avoir le courage aussi de s'assumer. Il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions. Il faut sanctionner quand il le faut. Et il faut également encourager quand il le faut. Je pense qu'on doit faire une rupture carrément avec les pratiques d'avant. Si on veut carrément refermer en tout cas cette page sombre et ouvrir une nouvelle page, c'est véritablement de se dire la vérité, que les bourreaux répondent des actes, que les victimes soient dédommagées et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir à condition que véritablement qu'on puisse s'assumer et être plus responsable. Voilà un peu comment nous parviendrons à surmonter cette épreuve. Troisième tour de table, alors que les cas de contamination à la COVID-19 et des morts liés à la maladie se multiplient ces derniers temps à travers le pays, la coordination nationale de lutte contre la pandémie annonce un risque de rupture des kits tests d'ici lundi si rien n'est fait. Akori a tiré ce jeudi la sonnette d'alarme sur la faiblesse des services sanitaires. Comment vous comprenez une telle information quelques jours après le communiqué du Conseil supérieur de défense nationale? Et le docteur Akori Agiknan a tout simplement raison parce que déjà les chiffres font froid dans le dos. À partir du moment où il y a plus de 5000 cas, plus de je ne sais pas, plus de 5000 cas, plus de 3000, il y a eu plus de 5500 cas, 3000 guérisons et 184 décès. Donc 184 décès, c'est déjà trop si l'on tient compte des chiffres. Mais j'ai dit le pays a enregistré 107 cas. 107 cas. Mais il n'y a pas lieu de s'alarmer parce que si vous prenez à l'échelle mondiale, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui ont trouvé la mort à cause du coronavirus. Mais toujours est-il que l'État doit sévir, l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut renforcer les mesures barrières. Il faut mettre à disposition des populations des kits tels que les protège-nez, les trucs alcooliques, etc., et leur faire savoir que le coronavirus est bel et bien une réalité. Le coronavirus existe parce que si vous entendez le Malien lambda, il vous dira qu'il fait très chaud au Mali, il fait très chaud au Sahel, donc le virus ne peut pas survivre à la chaleur. Donc ce n'est pas vrai. Le coronavirus existe bel et bien et le coronavirus est en train de faire des ravages. Donc l'État doit sévir. Cela n'explique pas pour vous le laxisme des autorités de la transition? Oui, apparemment, les autorités de la transition sont en train de réagir avec beaucoup de prudence. Sinon, le régime Déchécam avait pris un certain nombre de dispositions telles que le couvre-feu, le respect de la distanciation quand vous entrez dans les bus, etc. Tout cela, c'est vrai. Le couvre-feu, instaurer le couvre-feu dans un pays pauvre comme le Mali, ça peut poser problème. Je peux même dire que c'est un crime contre l'humanité. Le couvre-feu c'est une solution? Le couvre-feu n'est pas une solution pour le moment. La solution, c'est que... Est-ce que le virus circule la nuit? Le virus, pas forcément. Moi, je pense qu'on doit prendre des mesures barrières et ensuite faire en sorte que la distanciation soit respectée et mener des campagnes de proximité, faire comprendre à la population que la maladie existe. Parce que jusqu'à présent, vous demandez ça et vous direz que la maladie n'existe pas. Donc ça, c'est dit à un manque de communication, ça, c'est dit à un manque de campagne de sensibilisation. Donc l'État doit intensifier les campagnes de sensibilisation, surtout dans les lieux publics. L'autre jour, en Conseil des ministres, j'ai appris qu'on a demandé à ce que les personnes qui se regroupent ne doivent pas dépasser une cinquantaine de personnes. Tout ça, c'est des mesures
mesures qui sont sanitaires, mais encore faudrait-il que l'État prenne les dispositions nécessaires pour vraiment que ces mesures soient appliquées. Parce qu'apparemment, nous avons constaté qu'au Mali, l'État a peur des citoyens. Or, ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est à l'État qu'il revient le rôle régalien de protéger les citoyens et leurs biens. Yaya Tandina a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi sur la faiblesse des services sanitaires, alors que le Conseil supérieur de la Défense a annoncé des mesures, notamment le renforcement des fonds de la coordination de lutte contre cette maladie. Comment vous comprenez une telle situation? Bon, moi je crois qu'en réalité il y a eu relâchement. Sinon, avec le régime de fin, quand même, il y a eu beaucoup de dispositions sous Michel Sidibé. Moi, je me rappelle très bien, même les ateliers étaient suspendus à un moment. Et sous la transition, nous avons remarqué que, en réalité, les gens se retrouvent de plus en plus au niveau de ces assemblées. Nous avons vu comment ça s'est passé, l'horizon funèbre de Moussa Traoré, ensuite Feu Amadou Toumani Touré, et toutes ces rencontres qui se passent, c'est comme si le gouvernement est en train de donner, de permettre de dire aux gens, vous pouvez vous rassembler. Alors quand il y a de tels rassemblements au niveau des régions et autres, là, les gens s'identifient à de telles pratiques. Et donc ça pose problème. Et moi, je crois qu'on doit revenir encore sur les mêmes mesures, interdire carrément ces rencontres-là. Sinon, depuis un certain temps, moi, je suis promoteur d'une salle de location. Il y a un moment où carrément j'ai interdit la salle, mais de ces jours, la salle est tellement sollicitée, à telle enseigne que si on ne prend pas de disposition, je veux de l'argent, mais je ne veux pas avoir trop de morts chez moi. Mais je crois que si vraiment on peut stopper ces différentes rencontres, cela ne fera que le bonheur des populations. Et par rapport au dispositif, au niveau même du personnel soignant, je crois qu'on doit renforcer. À Tombouctou, par exemple, il se passe, et c'est vrai, l'équipe qui était là avant avait beaucoup travaillé et a donné un résultat satisfaisant. Et a pu contrer l'obstacle à travers des dispositions qui ont été prises. Mais je vois que ces dispositions sont relâchées actuellement. Et si on ne fait pas attention, l'Ukraine est mieux informé que tous. Alors s'ils nous alertent, ce n'est pas pour rien. Moi, je crois qu'on doit prendre ces dispositions. Même si aujourd'hui le labo n'est pas à Tombouctou pour nous dire qu'il y a tel ou tel cas, mais nous savons que les grandes personnes sont en train de mourir. Alors la cause ne peut être que même si elle ne passe pas à l'hôpital, c'est certainement que c'est le Covid qui est en train de faire tous ces ravages. Massiré, un blocage de fonds de lutte contre la maladie a été annoncé, mais jusque-là, ce fonds n'est pas disponible selon la coordination. Y a-t-il une volonté politique de lutter contre cette pandémie ? Bon, moi je pense qu'on est en train de jouer un peu avec cette pandémie. Jusqu'à présent, on ne prend pas assez au sérieux ce danger qui est en train de nous guetter. Je pense que ça surtout, ce n'est pas le fait simplement de la population. Il y a aussi le fait des autorités. Parce que l'approche a manqué un peu de pédagogie. Parce que quand on dit aux gens qu'il faut aller faire des tests, et les tests, je crois, on parle d'un montant de 35 000 francs, ça le pauvre va se dire que mais ce n'est pas une maladie qui est faite pour lui. Et du coup, s'il est contaminé, il va aller aussi en contaminer d'autres. Donc il y a une sorte d'approche qui a manqué. Il faut qu'on nous dise aussi les fonds qui ont été alloués pour la riposte contre le Covid, où est-ce que ces fonds sont partis? Où est-ce que tous ces 35 000 francs par tête vont? Donc il y a énormément de choses qui manquent. Maintenant, par rapport à la rupture de la chaîne de contamination, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus sérieux. Parce que ce relâchement, on ne l'a pas seulement observé chez nous, mais dans le monde entier, il y a eu les relâchements de mesures et ce sont les conséquences de ce relâchement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de dire véritablement aux gens la vérité et que l'État puisse prendre ses responsabilités. Juste un exemple. La dernière fois, le Niger a commencé à sensibiliser ses concitoyens rentrant des sites d'Intahaka, des sites d'orpaillage, pour dire qu'il a été remarqué qu'il y a beaucoup de contamination, beaucoup de cas de contaminés au niveau de ces sites-là. Le Niger a fait ce communiqué. Donc aujourd'hui, ça, c'est un foyer
sur lesquels l'État doit être présent aujourd'hui pour multiplier les tests, pour prendre des mesures. Vous avez parlé tout à l'heure de l'argent test à Covid. Selon la coordination, cet argent est stocké au Trésor public et à la direction de la comptabilité. Qu'est-ce que cela explique pour vous pendant oui, c'est stocké à la comptabilité, mais pourquoi on ne les décaisse pas pour avoir les kits nécessaires, pour avoir les tests nécessaires? Parce que mon confrère l'a dit, c'est inimaginable de prendre certaines mesures comme le couvre-feu et autres, les restrictions de liberté. Ça ne marchera pas. Dans un pays pauvre, ça n'ira nulle part. Ce qu'il faut, c'est prendre l'exemple du Rwanda, multiplier les kits sanitaires, faire en sorte que pratiquement dans toutes les villes qu'on ait des gels hydroalcooliques, qu'on ait de l'eau en abondance, qu'on ait du savon en abondance, que obliger aussi les gens de porter les masques dans les endroits publics et aussi respecter la distanciation sociale, interdire ou bien limiter tout ce qui est cérémonie sociale ou manifestation de rue ou autre, le temps de rompre complètement la chaîne de contamination. Sinon, on va tout droit à la catastrophe et la sonnette d'alarme que l'OMS avait tirée pour dire que l'Afrique devrait se préparer, aujourd'hui nous sommes en train de vivre cette situation. On a 5 minutes pour aller à la dernière partie de cette émission. L'insécurité croissante dans la capitale et dans le reste du pays devient de plus en plus inquiétante pour les populations. Badou, comment peut-on expliquer cette croissance d'insécurité sous le régime militaire? Cette insécurité, ça ne date pas du régime militaire. C'est mi-militaire selon mon confrère. On parle de régime militaire. De toutes les façons, il faut reconnaître que cette insécurité existe depuis un certain nombre de temps. Et il faudrait que tout le monde se mobilise. La population, les forces de sécurité doivent impérativement coopérer. Les forces de sécurité ne doivent pas se comporter en force brutale. Ces forces doivent vraiment aller vers la population. Parce que vous savez, souvent, quand un citoyen voit un homme en uniforme, il a même peur de l'approcher. Mais il faut que ce mythe-là soit levé. Il faut qu'on responsabilise tout le monde. Il faut que l'ensemble du peuple malien sache que le retour de la sécurité n'est pas seulement le travail des militaires, des policiers. Mais la présence des véhicules armés, des police sur les axes de Bamako sert à quoi? Non, mais moi je pense que souvent c'est tout simplement une parade. C'est pour parader tout simplement. Sinon, les nids des bandits sont connus. Quand le général Salif était ministre de la Sécurité, on a l'habitude d'organiser des patrouilles d'envergure et ça a porté fruit. Et pendant ces patrouilles d'envergure, il y a eu des armes ont été saisies, des délinquants ont été arrêtés et on a passé au moins quelques mois en paix, on a vécu en paix, mais après le banditisme, la délinquance a encore commencé. Donc nous demandons à la junte militaire, à ceux qui sont au pouvoir présentement, vraiment de prendre toutes les dispositions, parce que l'une des raisons pour lesquelles le régime a été renversé, c'est à cause du problème d'insécurité. Donc si ils ne veulent pas subir le même sort, vraiment qu'ils attachent la ceinture et qu'ils se mettent au travail dès maintenant, parce que nous voulons dormir tranquille, nous voulons tranquillement aller vaquer à nos affaires, jouir de nos biens, jouir de nos privilèges sans être inquiétés. Massiré, quelles sont selon vous les ambitions réelles des autorités de la transition pour lutter contre cette insécurité? Bon, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a rien vu de concret. La situation est en train de s'aggraver et bizarrement, cela se passe sous un régime. Vous avez des militaires, moi je dirais c'est militaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sont les hommes en uniforme qui détiennent les rênes. Et c'est bizarre parce que c'est vrai que généralement, chaque année, durant cette période, on assiste quand même à un pic souvent de l'insécurité. Mais voir que cela se passe alors que les militaires sont pratiquement aux affaires, c'est assez contradictoire. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des comportements qu'on doit bannir, parce que quand on va devant des stations-service, devant des banques et autres, les militaires se comportaient un peu comme s'ils étaient chez eux en train de boire du thé ou en train de discuter de choses, laissant les braqueurs faire leur travail. Moi, je pense que c'est inutile. Il faut tout simplement que les gens soient plus responsables et sanctionner quand il faut sanctionner, encourager quand il faut le faire et féliciter également quand il faut le faire. Yaya Tandina, comment vous comprenez toute cette insécurité autour du pays? Bon, moi je dis tout simplement, nous devons quand même nous féliciter quand même que les attentats et autres ont un peu diminué, mais le banditisme a refait surface, ça il faut se le dire. Rien que dans la ville de Tombouctou, 3 personnes ont été poignardées hier soir. Et vous voyez,
des simples besoins, quelqu'un se permet de prendre un couteau ou truc et ôter la vie. Quelle réponse selon vous pour faire face à cette insécurité? En 30 secondes, nous n'avons plus le temps. Voilà, donc il faut carrément que les forces de sécurité continuent à collaborer avec ces populations. Il faut gagner la confiance de ces populations. Mais du moment où les forces de sécurité elles-mêmes donnent le mauvais signe, parce que déjà quand on voit en haut, la hiérarchie est en train de se bousculer pour des postes, et ceci étant, ça décourage un peu les populations à la base. Ça aurait été vraiment la sécurité en question. Les populations allaient beaucoup adhérer et cela allait amoindrir quand même. Merci Yaya Tandina. Ainsi s'achève le forum de la presse coordonné par Mohamedou Touré. Nos invités étaient Badou Escoba du journal Le Carrefour, Massiré Diop du journal Indépendant, Yaya Tandina, ORTM Tombouctou, à la présentation Imrana Kilo Maïga, à la mise en onde de Mamadi Keita, régie vidéo Salim Diouara. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.